Dans les archives poussiéreuses de la Bibliothèque nationale de Rio de Janeiro, un document daté de 1783 révèle une enquête étouffée concernant la mort mystérieuse d'une femme de la haute société coloniale. Les témoignages, consignés puis immédiatement scellés par ordre royal, décrivent une scène si troublante que le prêtre chargé de l'extrême-onction refusa d'en parler jusqu'à sa propre mort. Ce que l'on découvrit dans cette chambre close changea à jamais la vie de tous ceux qui franchirent ce seuil. Avant de poursuivre cette histoire, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à me dire en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Ces récits oubliés méritent d'être partagés. Mais pour comprendre ce qui se passa réellement cette nuit-là, il nous faut remonter 15 années plus tôt, dans les terres brûlantes du Minas Gerais brésilien, là où l'or arrachait aux hommes leur humanité plus sûrement que la fièvre ou la faim. L'année 1768 marquait l'apogée du cycle de l'or au Brésil. Dans la capitainerie du Minas Gerais, les collines éventrées crachaient encore leurs richesses métalliques, attirant nobles portugais, aventuriers et marchands d'esclaves. C'était une époque où la couronne portugaise resserrait son contrôle sur ses colonies américaines, imposant le quinto real avec une rigueur implacable, tandis que les grandes familles de fazendeiros consolidaient leur pouvoir dans un territoire aussi vaste qu'hostile. À 3 journées de cheval de Villarica, la capitale de la capitainerie, s'étendait le domaine de Campos Dourados. 5000 hectares de terre vallonnée où serpentaient de petits cours d'eau charriant encore des pépites. La fazenda elle-même dominait le paysage depuis une colline douce, ses murs de pisé blanchis à la chaux visibles à des lieues à la ronde. Autour de la Casa Grande, la maison principale, s'organisait tout un univers. Les senzalas, ces baraquements où s'entassaient près de 200 esclaves, les ateliers, les écuries, la chapelle, et légèrement à l'écart, la Casa de Engenho, où l'on traitait l'or extrait des rivières environnantes. Le domaine appartenait au baron Teodoro Vasconcelos de Almeida, un homme dans sa 5e décennie, arrivé du Portugal 20 ans plus tôt, avec une concession royale et l'ambition dévorante qui caractérisait les nouveaux nobles des colonies. Il avait bâti sa fortune sur le dos de centaines d'âmes arrachées aux côtes d'Afrique, traitées comme du simple bétail dans les registres de la fazenda. Homme de foi ostentatoire et de charité publique calculée, il finançait la construction d'églises dans les villages alentours, tout en marquant au fer rouge ceux de ses esclaves qui tentèrent de fuir. Mais c'était son épouse, la baronne Constança Amélia de Almeida, qui régnait véritablement sur Campos Dourados. Arrivée du Portugal en 1765 pour un mariage arrangé, elle n'avait que 22 ans lorsqu'elle posa pour la première fois le regard sur ces terres qu'elle apprendrait à dominer avec une volonté de fer. Les domestiques parlaient à voix basse de cette femme à la beauté glaciale, aux yeux d'un vert presque minéral, qui déambulait dans les couloirs de la Casa Grande comme une reine dans son palais, exigeant une déférence absolue. Le baron, souvent absent pour ses affaires à Villarica ou à Rio de Janeiro, laissait à son épouse la gestion quotidienne du domaine. C'était elle qui supervisait le travail au champ, elle qui ordonnait les châtiments, elle qui décidait de l'attribution des tâches. Les esclaves la craignaient plus encore que leur maître. On racontait qu'elle pouvait rester des heures à observer le travail dans les rivières sous le soleil de plomb, immobile sous son ombrelle, scrutant chaque geste avec une attention dévorante. La société coloniale du Minas Gerais vivait selon des codes rigides mais souvent ignorés dans l'intimité des grandes propriétés. Loin du regard de Lisbonne, loin même des autorités de Villarica, les fazendeiros exerçaient un pouvoir quasi absolu. L'Église fermait les yeux sur bien des pratiques, pourvu que les donations continuent d'affluer. La violence quotidienne contre les esclaves était si banale qu'elle ne méritait même plus d'être mentionnée. Dans ce monde clos, chacun savait sa place. Les Blancs commandaient, les mulâtres servaient d'intermédiaires, et les Noirs travaillaient jusqu'à l'épuisement ou la mort. Pourtant, même dans ce système d'oppression totale, certains esclaves se distinguaient par leur compétence, leur beauté ou quelques qualités indéfinissables qui attiraient l'attention des maîtres.
C'était le cas de deux jeunes hommes arrivés à Campos Dourados au printemps de 1768 dans une cargaison en provenance de Luanda. Lorsque le convoi d'esclaves atteignit la fazenda, après 3 semaines de marche depuis le port de Rio de Janeiro, la baronne se trouvait justement sur le perron de la Casa Grande, supervisant la distribution des nouvelles semences. Son regard balaya distraitement la file de silhouettes épuisées, enchaînées les unes aux autres, jusqu'à ce qu'il s'arrête brusquement sur 2 jeunes hommes qui marchaient côte à côte. Ils étaient parfaitement identiques, même taille élancée, même traits finement ciselés, mêmes yeux d'un noir profond qui contrastaient avec l'hébétude résignée des autres captifs. Même dans l'état de dénuement où la traversée de l'océan les avait réduits, même couverts de la poussière des chemins, ils possédaient une présence troublante. Le marchand d'esclaves, un certain Duarte Fonseca, qui fournissait régulièrement le domaine, remarqua l'intérêt de la baronne. « Des jumeaux, Señora Baronesa », expliqua-t-il en s'approchant avec déférence. « Rarissimes. Ils viennent du royaume du Congo. Jeunes, robustes, et selon mes informateurs à Luanda, ils appartenaient à une famille de rang. Remarquez la qualité de leur ossature, la noblesse de leur port, malgré les chaînes. » La baronne descendit lentement les marches, s'approcha des 2 jeunes hommes. Ils devaient avoir 18 ou 19 ans tout au plus. Contrairement aux autres esclaves qui baissaient instinctivement les yeux devant elle, les jumeaux la regardèrent, non pas avec défi, mais avec une sorte de résignation lucide, comme s'ils comprenaient déjà ce que leur particularité allait leur coûter. « Comment se nomme-t-il » demanda-t-elle d'une voix étrangement douce. « Dans leur langue, Señora, leurs noms sont imprononçables. On les a baptisés lors de l'embarquement, João et José, simples à retenir. » La baronne fit lentement le tour des 2 jeunes hommes, les examinant avec une attention qui mit mal à l'aise, même le marchand endurci. Elle passa un doigt ganté sur l'épaule de l'un d'eux, traçant une ligne le long de son bras. Le jumeau tressaillit imperceptiblement mais ne recula pas. « Je les prends pour la maison », déclara-t-elle finalement. « Ils ne travailleront pas aux champs, ni aux rivières. Ils seront affectés au service personnel. Combien ? » Le prix fut convenu rapidement. Les jumeaux furent désentravés et conduits immédiatement vers les quartiers des esclaves domestiques, séparés des autres. On leur attribua une petite cellule dans les dépendances adjacentes à la Casa Grande, inhabituel privilège qui ne passa pas inaperçu parmi les autres serviteurs. Dès le lendemain, les jumeaux furent lavés, rasés, habillés de vêtements propres en toile grossière mais décente. On leur assigna des tâches simples dans un premier temps. Nettoyer les couloirs de la maison principale, servir à table lors des repas, porter des messages d'une aile à l'autre de la vaste demeure. La vieille Maria, mulâtre affranchie qui dirigeait le personnel domestique depuis 20 ans, reçut l'ordre de leur enseigner rapidement le portugais. « Ces 2-là, ils sont pour la Señora », murmura-t-elle à sa nièce Benedita, qui servait dans les cuisines. J'ai vu ce regard. Que le Seigneur leur vienne en aide. Maria avait raison de s'inquiéter. Elle avait servi assez longtemps à Campos Dourados pour connaître les habitudes secrètes de la baronne. Au fil des années, plusieurs jeunes esclaves, hommes et femmes, avaient été appelés à servir dans les appartements privés de la maîtresse. Certains en ressortaient le regard vide, d'autres disparaissaient mystérieusement, assignés soudainement aux travaux les plus durs, dans les parties les plus reculées du domaine. On ne posait pas de questions. On baissait les yeux et on priait. Les premières semaines, João et José s'adaptèrent à leur nouvelle existence avec une résignation silencieuse. Ils apprenaient vite le portugais, semblaient comprendre instinctivement ce qu'on attendait d'eux. Leur gémellité fascinait les autres domestiques. Ils bougeaient presque à l'unisson, anticipaient les gestes l'un de l'autre, communiquaient par de simples regards. Cette connexion profonde, loin d'être touchante, ajoutait quelque chose d'inquiétant à leur présence. La baronne les observait constamment. Elle inventait des prétextes pour les faire venir dans ses appartements, porter du linge frais, déplacer un meuble, apporter du café. Elle les faisait attendre, debout, pendant qu'elle lisait ou brodait, jetant de temps à autre un regard évaluateur dans leur direction.
Les jumeaux sentaient peser sur eux cette attention dévorante, mais ne comprenaient pas encore ce qu'elle présageait. C'était une nuit de septembre, 3 mois après leur arrivée, que tout bascula. Le baron était parti pour Villarica, où il devait rencontrer des représentants de la couronne au sujet de nouvelles taxes sur l'extraction de l'or. Il serait absent au moins 2 semaines. La baronne fit appeler João dans ses appartements vers minuit, sous prétexte qu'une tapisserie s'était décrochée et devait être réparée immédiatement. João monta l'escalier principal, traversa le couloir aux murs ornés de portraits d'ancêtres portugais qu'il ne connaîtrait jamais, frappa doucement à la porte des appartements de la baronne. Elle lui ordonna d'entrer. La pièce était plongée dans une semi-obscurité, éclairée seulement par quelques bougies. La baronne se tenait près de la fenêtre, vêtue d'un négligé de soie qui laissait deviner les contours de son corps. Elle se tourna vers lui, et João comprit immédiatement qu'aucune tapisserie n'avait besoin d'être réparée. « Approche », ordonna-t-elle doucement. João avança, le cœur battant. Il savait qu'il ne pouvait refuser. Un esclave qui refusait un ordre, quel qu'il soit, pouvait être fouetté à mort, en toute légalité. La baronne s'approcha de lui, si près qu'il pouvait sentir son parfum capiteux, un mélange de lavande et de quelque chose de plus sombre. « Tu es beau », murmura-t-elle en traçant du doigt le contour de sa mâchoire. « Vous êtes beau, toi et ton frère, si semblables. Dis-moi, quand l'un de vous ressent de la douleur, l'autre la ressent-il aussi ?» João ne répondit pas, tétanisé. La main de la baronne descendit le long de son cou, de sa poitrine. « Demain soir, continua-t-elle d'une voix devenue rauque, tu viendras ici, et tu amèneras José avec toi. Vous viendrez tous les deux. Tu comprends ?» João hocha faiblement la tête. Le sourire qui étira les lèvres de la baronne n'avait rien d'humain. C'était le sourire d'un prédateur qui vient de repérer sa proie. « Bien, maintenant va, et souviens-toi, pas un mot à quiconque, pas même à ton frère, pas encore. Si tu parles, je vous ferai vendre séparément aux mines d'or les plus reculées, vous ne vous reverrez plus jamais. » Cette nuit-là, João redescendit vers la petite cellule qu'il partageait avec José. Son frère jumeau se réveilla dès qu'il entra, comme si un lien invisible l'avait averti du trouble qui agitait João. Dans l'obscurité, les 2 frères se regardèrent longuement sans un mot. José posa une main sur l'épaule de son jumeau, geste de réconfort silencieux. Ils savaient tous deux, sans avoir besoin de parler, que leur existence venait de prendre un tournant irréversible. Le lendemain fut interminable. João et José accomplirent leurs tâches habituelles sous le regard perçant de Maria, qui sentait confusément qu'il se passait quelque chose. Vers le milieu de l'après-midi, João trouva le courage de murmurer à son frère, en congolais, ce que la baronne avait exigé. José ne manifesta aucune surprise. Il hocha simplement la tête, comme s'il s'était attendu à cela depuis le début. « Nous n'avons pas le choix », murmura-t-il dans leur langue maternelle. « Nous devons survivre, ensemble. » Cette nuit-là, lorsque les 2 jumeaux montèrent ensemble l'escalier vers les appartements de la baronne, ils portaient le poids de tous leurs ancêtres, de leur royaume perdu, de leur liberté volée. Ils frappèrent à la porte. La voix de la baronne leur ordonna d'entrer. Ce qui commença cette nuit-là allait durer 15 années. Les mois qui suivirent établirent une routine aussi terrible qu'invisible. 2 à 3 fois par semaine, parfois plus lorsque le baron s'absentait, la baronne faisait appeler les jumeaux dans ses appartements après minuit. Les autres domestiques finirent par le savoir, bien sûr. Dans une fazenda, rien ne reste secret longtemps, mais personne n'en parlait ouvertement. Maria se contentait de serrer les lèvres et de réciter des Ave Maria supplémentaires. Les autres esclaves détournèrent le regard quand João et José traversaient les couloirs tard le soir. La baronne avait découvert en ces 2 jeunes hommes une source de plaisir d'une nature particulière. Ce n'était pas seulement leur beauté physique, ni même leur jeunesse qui l'attiraient. C'était leur gémellité même, cette ressemblance parfaite qui lui permettait de jouer avec eux comme avec 2 moitiés d'un même être. Elle les faisait se tenir côte à côte pour mieux observer les infimes différences ou les mêlait si étroitement qu'elle ne savait plus qui était qui. Elle explorait méthodiquement les limites de leur connexion,
observant avec une fascination morbide comment une caresse sur l'un provoquait une réaction chez l'autre. Les jumeaux avaient compris qu'ils ne pourraient jamais échapper à cette situation. Toute tentative de fuite serait punie par la torture ou la mort. Toute résistance ouverte aurait le même résultat. Alors ils développèrent une stratégie de survie tacite. Ils s'absenteraient mentalement, se réfugieraient dans un espace intérieur que la baronne ne pourrait jamais atteindre. Pendant qu'elle utilisait leur corps, leurs esprits voyageaient ailleurs, vers le royaume du Congo qu'ils avaient connu enfants, vers des souvenirs de liberté si lointains qu'ils n'étaient peut-être plus réels. Mais cette stratégie avait un prix terrible. Mois après mois, année après année, quelque chose en eux se brisait lentement. João, qui avait toujours été le plus volubile des deux, devint de plus en plus silencieux. José, traditionnellement le plus contemplatif, développa une tension intérieure palpable, comme une corde trop tendue sur le point de se rompre. La baronne, de son côté, semblait nourrie par cette situation. Alors que les années passaient, elle ne vieillissait pas comme les autres femmes de son âge. À 30 ans, puis 35, elle conservait une beauté étrange, presque minérale, comme si elle tirait sa vitalité du désespoir silencieux des jumeaux. Les rares visiteurs qui venaient à Campos Dourados remarquaient toujours cette femme magnifique qui régnait sur son domaine avec une autorité absolue, ignorant tout du prix payé pour cette splendeur. Le baron Teodoro, quant à lui, restait largement absent, physiquement et émotionnellement. Ses affaires à Villarica et à Rio de Janeiro l'occupaient de plus en plus. Quand il revenait à la fazenda, c'était pour des séjours brefs, pendant lesquels il s'enfermait dans son bureau pour gérer les comptes ou recevait d'autres fazenderos pour discuter politique. Son épouse et lui occupaient des chambres séparées, ne se voyaient qu'au repas officiel. Si le baron savait quelque chose des habitudes nocturnes de la baronne, il choisissait délibérément de l'ignorer. Dans la société coloniale, tant qu'une femme restait discrète et n'engendrait pas de scandale public, un mari pouvait fermer les yeux sur bien des choses. Si cette histoire vous glace le sang, laissez un j'aime et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il s'est passé ensuite. Les années se succédèrent avec une régularité oppressante. 1769 devint 1770, puis 75, puis 80. João et José passèrent de jeunes hommes à la trentaine, leurs visages se creusant légèrement, mais leur gémellité restant aussi troublante qu'au premier jour. Ils étaient devenus des présences familières à Campos Dourados, des ombres silencieuses qui traversaient les couloirs, accomplissaient leurs tâches avec efficacité et disparaissaient dans les appartements de la baronne quand la nuit tombait. D'autres esclaves mouraient, étaient vendus, s'enfuyaient. La vieille Maria mourut en 1777, emportant avec elle les secrets qu'elle avait gardés si longtemps. De nouveaux domestiques arrivèrent, qui acceptèrent la situation des jumeaux comme une normalité établie, quelque chose qui avait toujours existé et existerait toujours. Le monde extérieur changeait. La nouvelle des révolutions en Amérique du Nord parvenait jusqu'au Brésil, les idées des Lumières circulaient dans les salons de Villarica, mais rien ne changeait vraiment à Campos Dourados. Ce fut en 1782 que les premières fissures apparurent dans ce système si parfaitement rodé. La baronne commençait à vieillir, enfin. Non pas avec la douceur résignée d'autres femmes de 40 ans, mais avec rage. Elle voyait apparaître de fines rides au coin de ses yeux, remarquait que sa peau perdait un peu de son élasticité, sentait que quelque chose en elle commençait à se flétrir. Cette découverte la plongea dans une rage froide. Elle devint plus exigeante envers les jumeaux, comme si elle pouvait arracher à leur corps jeune la jeunesse qui lui échappait. Les sessions qui se limitaient autrefois à quelques heures s'étendaient parfois jusqu'à l'aube. Elle inventait des jeux de plus en plus cruels, cherchant constamment de nouvelles façons de les humilier, de tester les limites de leurs liens gémellaires, de sonder les profondeurs de leur dégradation. João et José, maintenant dans leur 33e année, portèrent sur leur visage les traces de 15 années d'abus. Leurs yeux, autrefois si expressifs, étaient devenus presque vides.
Deux puits d'obscurité dans lesquels plus rien ne se reflétait. Ils bougeaient comme des automates, accomplissaient mécaniquement ce qu'on attendait d'eux, survivaient d'une nuit à l'autre sans plus vraiment espérer. Mais quelque chose couvait en eux, quelque chose que même eux n'avaient pas encore identifié. C'était comme une braise qui aurait continué de brûler sous des années de cendres, attendant patiemment le moment de raviver la flamme. Cette braise avait un nom, même s'ils refusaient de le reconnaître: la haine. Ils haïssaient la baronne avec une intensité qui avait grandi lentement, année après année, nuit après nuit. Une haine si profonde qu'elle en devenait presque abstraite, un élément fondamental de leur être, comme leur sang ou leurs os. Ils la haïssaient pour ce qu'elle leur avait pris, pour ce qu'elle avait fait d'eux, pour les années volées et l'humanité piétinée. Et surtout, ils la haïssaient pour la facilité avec laquelle elle avait pu le faire, protégée par un système qui la considérait comme leur propriétaire légitime. L'hiver de 1783 fut particulièrement rude pour la région du Minas Gerais. Des pluies diluviennes transformèrent les chemins en torrents de boue, isolant les fazendas les unes des autres pendant des semaines. À Campos Dourados, cette isolation amplifia l'atmosphère étouffante qui régnait déjà dans la Casa Grande. Le baron Teodoro était reparti pour Rio de Janeiro début juin, juste avant le début des pluies. Il devait y rencontrer des financiers et des représentants de la couronne pour discuter de nouveaux investissements dans l'extraction de l'or. Son absence, prévue pour 3 semaines, s'étendit à 2 mois, en raison des intempéries qui rendaient les routes impraticables. La baronne se retrouva donc seule, enfermée dans sa propriété avec ses esclaves et ses domestiques. L'isolement sembla exacerber quelque chose en elle. Elle devint plus imprévisible, plus cruelle. Elle ordonna des punitions arbitraires pour des fautes imaginaires, fit fouetter un jeune esclave qui l'avait regardé une seconde de trop. Les domestiques marchaient sur des œufs, évitant autant que possible de croiser son regard. C'est durant cette période qu'elle commença à montrer les premiers signes d'une obsession dévorante envers les jumeaux. Elle ne se contentait plus de les faire venir quelques nuits par semaine. Elle exigeait leur présence quotidiennement, parfois dès l'après-midi. Elle les faisait rester dans ses appartements pendant des heures, les observant lire, manger, simplement exister, comme si elle cherchait à percer le secret de leur lien. « Racontez-moi votre enfance », leur ordonnait-elle un jour étendue sur sa méridienne. « Je veux savoir comment c'était là-bas, dans votre royaume sauvage. » João et José échangèrent un regard. Ils parlaient rarement du Congo, même entre eux. Ces souvenirs étaient trop douloureux, appartenaient à une vie si lointaine qu'elle semblait irréelle. « Notre père était forgeron, Señora », commença doucement José, la voix rouillée par des années de silence. « Il fabriquait des outils, des armes. Nous l'aidions à la forge. La chaleur, le bruit du marteau sur l'enclume, l'odeur du métal chauffé, nous aimions ce travail. » « Et votre mère ?» pressa la baronne, les yeux brillants d'une curiosité malsaine. « Elle tissait, » continua João. « Elle faisait les plus beaux tissus du village. Les gens venaient de loin pour acheter son travail. Ils nous ont pris pendant la saison sèche, » ajouta José, la voix se durcissant légèrement. « Des marchands sont venus. Ils ont brûlé notre village, tué notre père qui tentait de résister. Notre mère, nous ne savons pas ce qu'elle est devenue. » La baronne écoutait avec une attention avide, presque sensuelle. Elle se délectait de leur douleur comme d'autres se délectent d'un bon vin. Cette capacité à rester là, confortablement installée, à écouter le récit de l'horreur qu'ils avaient vécue tout en sachant qu'elle perpétuait cette horreur chaque nuit, révélait la profondeur de sa perversion morale. « Que c'est fascinant !» murmura-t-elle. « Et dites-moi, quand ils vous ont séparés sur le bateau, avez-vous ressenti sa douleur, son absence ?» Les jumeaux ne répondirent pas. La baronne n'insista pas. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, un aperçu de leur souffrance originelle, de cette blessure fondamentale qui ne guérirait jamais. Les jours passaient avec une lenteur écrasante. Les pluies continuaient, isolant complètement la fazenda. Le courrier n'arrivait plus.
Aucune nouvelle du baron. Les provisions commençaient à manquer. Une tension sourde s'installait parmi les habitants de Campos Dourados. C'est durant cette période que Benedita, la nièce de feu Maria qui avait hérité du rôle de responsable des domestiques, remarqua un changement subtil chez les jumeaux. Elle les observait depuis des années avec un mélange de pitié et d'impuissance. Mais récemment, elle avait perçu quelque chose de nouveau dans leur attitude. Ce n'était pas de l'espoir. L'espoir avait déserté leur cœur depuis longtemps. C'était quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. Un soir, alors qu'elle apportait du linge propre à leur cellule, elle les trouva assis face à face, se tenant les mains, murmurant dans leur langue maternelle. Ils s'interrompirent brusquement quand elle entra. Le regard qu'ils lui lancèrent la fit reculer instinctivement. Pour la première fois depuis qu'elle les connaissait, elle eut peur d'eux. « La señora vous demande », dit-elle rapidement, déposant le linge et s'enfuyant presque. Cette nuit-là, dans les appartements de la baronne, quelque chose de nouveau se produisit. La baronne était d'humeur étrange, à la fois excitée et mélancolique. Elle avait bu plus que d'habitude, un porto sucré qu'elle sirotait entre 2 gorgées de vin. Ses gestes étaient moins contrôlés, ses paroles moins mesurées. « Vous savez, » dit-elle aux jumeaux, alors qu'ils se tenaient debout près de son lit, « vous êtes les seules constantes de ma vie. Mon mari me néglige. Les années passent. Mes parents au Portugal sont morts sans que j'aie pu les revoir. Mais vous êtes toujours là, fidèles, soumis, mes créatures parfaites. » Elle se leva, s'approcha de João, caressa son visage avec une tendresse qui aurait pu sembler affectueuse si elle n'avait pas été teintée de cette possession malsaine. « Parfois, je me demande si vous me haïssez, » continua-t-elle, sa voix devenant plus douce, presque enfantine. « Si, dans vos têtes, vous imaginez me tuer. Le faites-vous? Rêvez-vous de m'étrangler pendant mon sommeil ?» Le silence qui suivit fut épais, presque palpable. João et José ne répondirent pas, mais quelque chose dans l'atmosphère changea imperceptiblement. La baronne, même dans son état d'ébriété partielle, le sentit. Un frisson la parcourut. Elle rit nerveusement. « Bien sûr que non, » dit-elle, plus pour se rassurer que pour les convaincre. « Vous n'oseriez jamais. Vous savez ce qui vous arriverait. » Les semaines suivantes virent l'état mental de la baronne se détériorer progressivement. L'isolement, l'absence prolongée de son mari, l'ennui écrasant de la vie à la fazenda pendant la saison des pluies, tout contribuait à la plonger dans une sorte de fièvre obsessionnelle. Elle passait des heures devant son miroir à examiner son reflet, cherchant désespérément les signes du temps qui passait. Elle faisait venir les jumeaux de plus en plus souvent, parfois juste pour les regarder, fascinée par leur jeunesse préservée, leur beauté qui semblait défier les années. Un après-midi de juillet, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres avec une violence inhabituelle, la baronne fit une découverte qui allait précipiter les événements. En fouillant dans les affaires des jumeaux, elle le faisait régulièrement, par pur sadisme, pour leur rappeler qu'ils n'avaient droit à aucune intimité. Elle trouva un petit sachet de tissu caché sous leur paillasse. À l'intérieur, des herbes séchées, des racines, des fragments de ce qui ressemblait à de l'écorce. Elle reconnut certaines plantes, en ignorait d'autres. Une odeur amère s'en dégageait. Son cœur se mit à battre plus vite. Était-ce du poison? Préparait-il quelque chose contre elle? Elle fit appeler les jumeaux immédiatement en plein jour, dans le grand salon. C'était inhabituel. Normalement, elle ne les convoquait que dans l'intimité de ses appartements. Mais cette fois, quelque chose de différent animait la baronne. C'était de la peur, même si elle refusait de l'admettre. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle sèchement en brandissant le sachet. João et José échangèrent un regard rapide. José prit la parole, sa voix restant neutre. « Des plantes de notre pays, señora. Nous les avons recueillies dans la forêt au fil des années. Elles nous rappellent notre terre. »« Vous mentez » siffla la baronne. « Ce sont des herbes de sorcellerie, de macumba. Vous prépariez un sort contre moi. »« Non, señora, » répondit calmement João.
Certaines servent à soigner les maux d'estomac, d'autres à faciliter le sommeil. C'est tout. La baronne les scruta longuement, cherchant des signes de tromperie. Mais les visages des jumeaux restaient impénétrables. Ces masques parfaits qu'ils avaient appris à porter au fil des années. Finalement, elle jeta le sachet au feu qui brûlait dans la cheminée, malgré la chaleur moite. « Si je découvre que vous préparez quoi que ce soit contre moi, dit-elle d'une voix glaciale, je vous ferai écorcher vif, lentement, devant tous les esclaves de la fazenda. Vous comprenez ? Oui, señora, répondirent-ils à l'unisson. Mais alors qu'ils quittaient le salon, la baronne remarqua quelque chose qui la troubla profondément. Pour la première fois en 15 ans, elle avait vu une étincelle dans leurs yeux. Pas de peur, pas de soumission. Quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à du défi. Cette nuit-là, la baronne dormit mal. Elle fit des cauchemars étranges où les jumeaux se tenaient au pied de son lit, immobiles, la regardant avec ses yeux vides qui semblaient voir à travers elle. Elle se réveilla plusieurs fois en sursaut, le cœur battant, scrutant l'obscurité de sa chambre pour s'assurer qu'elle était seule. Le lendemain matin, elle fit appeler Benedita. « Les jumeaux, dit-elle sans préambule. Ils se comportent étrangement ?» Benedita hésita. Elle savait qu'il était dangereux de dire la vérité à la baronne, mais aussi dangereux de mentir. « Ils sont toujours silencieux, señora, ils font leur travail. Mais quoi ? Ils parlent entre eux, dans leur langue, plus qu'avant. Et parfois je les trouve qui se tiennent juste les mains, pendant des heures, comme s'ils se disaient des choses sans parler. » La baronne congédia Benedita d'un geste impatient. Cette confirmation de ses propres observations ne fit qu'amplifier son malaise. Elle sentait que quelque chose lui échappait, que le contrôle absolu qu'elle avait exercé pendant tant d'années commençait à se fissurer. Cette pensée était intolérable. Les jours suivants, elle intensifia sa surveillance. Elle faisait suivre les jumeaux partout, exigeait des rapports détaillés sur leurs moindres faits et gestes. Elle fouilla encore leurs cellules, n'y trouva rien de suspect. Mais plus elle cherchait, plus elle sentait grandir en elle une angoisse sourde. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que les jumeaux avaient effectivement préparé quelque chose. Pas un sort, pas de la sorcellerie, mais quelque chose de bien plus simple et de bien plus terrible. Une décision. Après 15 années de soumission, après 15 années à endurer l'intolérable, quelque chose s'était brisé en eux. Ou plutôt, quelque chose s'était réveillé. Cette part d'eux-mêmes qu'ils avaient dû enfouir pour survivre, cette dignité humaine qu'on ne peut écraser complètement, refaisait surface. Ils ne l'avaient pas verbalisé, même entre eux. Mais ils le savaient tous les deux, avec cette certitude absolue que seuls les jumeaux peuvent partager. Il y aurait un point de non-retour, et ce point approchait rapidement. La fin du mois de juillet apporta enfin une accalmie dans les pluies. Les chemins commencèrent à s'assécher. Un messager réussit à atteindre Campos Dourados avec une lettre du baron. Il annonçait son retour imminent, dans 1 semaine tout au plus. La baronne lut cette missive avec des sentiments contradictoires. D'un côté, le retour de son mari signifiait la fin de l'isolement. De l'autre, cela impliquerait aussi la fin de sa liberté absolue sur les jumeaux. Cette pensée déclencha en elle une sorte de frénésie. Si son mari revenait, elle devrait redevenir l'épouse respectable, modérer ses excès. Elle avait 1 semaine. 1 semaine pour assouvir tous ses désirs réprimés, pour aller jusqu'au bout de cette obsession qui la consumait. La nuit du 28 juillet 1783, elle fit préparer ses appartements avec un soin particulier. Des bougies partout, du vin en abondance, de l'encens qu'elle avait fait venir de Rio de Janeiro. Elle revêtit sa plus belle robe de chambre en soie cramoisie, se parfuma à l'eau de rose, se coiffa avec une attention maniaque. Elle se regarda longuement dans son miroir, scrutant son reflet avec une intensité fiévreuse. À 40 ans, elle était encore belle, mais les marques du temps commençaient à s'imprimer sur son visage. Cette réalité la remplissait d'une rage sourde. Elle fit appeler les jumeaux vers 11 heures du soir.
Le message fut transmis par un jeune domestique nerveux qui trouva Juan et José dans leur cellule, assis face à face dans le silence, comme ils le faisaient souvent ces derniers temps. Les deux hommes échangèrent un long regard quand l'ordre leur parvint. Quelque chose passa entre eux, une communication silencieuse que seuls des jumeaux peuvent partager. Puis ils se levèrent et suivirent le domestique à travers les couloirs sombres de la Casa Grande. Quand ils entrèrent dans les appartements ce soir-là, ils sentirent immédiatement que quelque chose était différent. La baronne les attendait, debout près de la fenêtre, un verre de vin à la main. Son regard brillait d'une intensité qui dépassait tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Ce n'était plus seulement du désir ou de la cruauté. C'était quelque chose de plus profond, de plus déséquilibré. Une sorte de désespoir vorace qui cherchait à se nourrir de leur jeunesse, de leur beauté, comme si elle pouvait ainsi arrêter le temps. « Approchez », ordonna-t-elle, sa voix légèrement pâteuse. Elle avait déjà bu, beaucoup. Cette nuit sera différente. Cette nuit, je veux voir jusqu'où va vraiment votre lien. Je veux comprendre ce qui vous unit. Les heures qui suivirent furent parmi les plus éprouvantes que les jumeaux aient jamais vécues. La baronne, désinhibée par le vin et l'excitation, les poussa dans leur dernier retranchement. Elle ne se contentait plus de prendre du plaisir. Elle voulait les briser complètement, détruire jusqu'à la dernière parcelle d'humanité qu'ils avaient réussi à préserver. Elle les forçait à se regarder pendant qu'elle les utilisait, cherchant à lire sur leur visage la douleur, la honte, la dégradation. « Vous vous haïssez maintenant, n'est-ce pas ?» murmurait-elle avec un sourire cruel. « Vous ne pouvez plus vous regarder sans penser à tout ce que je vous ai fait faire. J'ai détruit même votre lien sacré. » Mais elle se trompait. Ce qu'elle ne comprenait pas, ce qu'elle n'avait jamais compris, c'est que leur lien était précisément ce qui les avait permis de survivre. Chaque humiliation subie ensemble les rapprochait au lieu de les séparer. Chaque nuit d'horreur renforçait cette connexion profonde au lieu de l'éroder. Ils s'étaient soutenus mutuellement à travers 15 années d'enfer, et ce soutien silencieux était devenu la seule chose qui les maintenait encore en vie. Vers 2 heures du matin, la baronne vida une nouvelle carafe de vin. Ses mouvements devenaient moins coordonnés, ses paroles moins cohérentes. Mais son exigence, elle, ne diminuait pas. Elle continuait de donner des ordres de plus en plus dégradants, de plus en plus cruels. Puis, à un moment précis dont ni Juan ni José ne pourraient jamais se rappeler avec exactitude, elle les força à accomplir un acte tellement contraire à leur nature, tellement abject, que quelque chose en eux céda définitivement. Ce ne fut pas une décision consciente. Ce ne fut pas de la colère soudaine. Ce fut plutôt comme si un barrage invisible, construit patiemment au fil de 15 années pour contenir leur humanité brisée, venait soudainement de se fissurer irrémédiablement. Un silence tomba sur la pièce. Un silence dense, presque palpable, si différent du silence résigné qui les avait accompagnés pendant toutes ces années. C'était un silence qui portait en lui une décision, une finalité. La baronne, dans son délire d'ivresse et de pouvoir, ne le remarqua pas immédiatement. Elle riait, un rire aigu et déséquilibré, se versant encore du vin dans son verre avec des gestes maladroits. Du liquide rouge se renversa sur sa robe de chambre, formant une tache sombre qui s'élargissait lentement. « Encore », ordonna-t-elle en se tournant vers eux, le verre à moitié levé. « Je veux que vous… » Elle s'interrompit brusquement. Les jumeaux s'étaient levés. Ils se tenaient côte à côte, immobiles, et ils la regardaient. Mais ce n'était plus le regard vide, soumis, éteint qu'elle connaissait depuis 15 ans. C'était un regard différent. Un regard qui voyait vraiment, qui jugeait, qui avait franchi une ligne invisible. Pour la première fois depuis des années, la baronne ressentit quelque chose qu'elle croyait avoir oublié, la peur. Une peur primitive, viscérale, qui lui noua soudainement l'estomac. « Qu'est-ce que vous me regardez comme ça ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant son malaise. « Je vous ai donné un ordre. » Les jumeaux ne répondirent pas. Ils ne bougèrent pas. Ils continuèrent simplement de la regarder avec cette intensité nouvelle, troublante.
Dans leurs yeux noirs, la baronne vit soudain se refléter 15 années d'horreur, 15 années de nuits interminables, 15 années de dignité piétinée. Et pour la première fois, elle comprit vraiment ce qu'elle avait fait. Non pas intellectuellement, elle l'avait toujours su, mais viscéralement, avec tout son être. « Je vous ordonne de... » commença-t-elle, mais sa voix se brisa. José fit un pas en avant, un seul pas, lent, mesuré, puis João fit de même. Ils avançaient vers elle avec une synchronisation parfaite, deux ombres identiques se déplaçant comme une seule entité. Leurs visages restaient neutres, presque sereins. Mais il y avait dans leur regard quelque chose d'absolument implacable. La baronne recula, heurtant le dossier de son fauteuil. Le verre lui échappa des mains, se brisant au sol dans un bruit cristallin qui sembla anormalement fort dans le silence de la pièce. Du vin rouge se répandit sur le tapis persan, formant une mare sombre. « Je vous ferai tuer !» hurla-t-elle soudainement, sa voix montant dans les aigus. « Torturé, écorché vif, vous entendez? Je vous ferai... » José leva lentement une main, un geste simple, presque doux, qui fit taire la baronne plus efficacement qu'un cri. Puis, pour la première fois depuis 15 ans, il parla sans qu'on le lui ordonne. Sa voix était basse, calme, presque tendre, et c'était précisément cette douceur qui la rendait terrifiante. « Non, señora, dit-il simplement, vous ne ferez rien de tout cela, parce que vous savez ce qui va se passer maintenant. Vous le savez depuis le début. C'était écrit dès le premier soir où vous nous avez fait monter ici. Nous ne sommes pas des objets, nous ne l'avons jamais été. Et ce soir, vous allez enfin le comprendre. » La baronne voulut hurler pour appeler à l'aide, mais sa voix se coinça dans sa gorge. La peur lui serrait la poitrine comme un étau. Elle essaya de reculer encore, mais ses jambes refusèrent de lui obéir. Elle se retrouva acculée contre le fauteuil, tremblante, le souffle court. João s'approcha alors, se plaçant de l'autre côté. Les jumeaux l'encadraient maintenant. Deux présences identiques qui semblaient avoir fusionné en une seule force inexorable. João tendit la main et, avec une douceur presque obscène après tout ce qu'elle leur avait fait subir, toucha le visage de la baronne. « 15 ans », murmura-t-il, sa voix chargée d'une émotion contenue si longtemps qu'elle en était devenue presque abstraite. « 15 ans que vous prenez, que vous volez, que vous détruisez. Vous pensiez que nous ne ressentions rien, que nous n'étions pas vraiment humains. Regardez-nous maintenant, señora. Regardez ce que vous avez créé. » La baronne les regarda, vraiment regarda, peut-être pour la première fois. Elle vit dans leurs yeux toute la souffrance qu'elle avait causée, toute l'humanité qu'elle avait niée, toute la dignité qu'elle avait piétinée. Et cette vision, cette reconnaissance forcée de l'horreur qu'elle avait perpétrée systématiquement pendant 15 années, fut comme un coup de poignard dans son esprit. « Non, » gémit-elle faiblement, « je n'ai pas... » « Si, » coupa José, sa voix toujours douce mais inflexible. « Vous avez fait, chaque nuit, pendant 15 ans, et maintenant vous allez le ressentir. Pas la douleur physique. Nous ne sommes pas comme vous, mais la douleur de voir vraiment ce que vous avez fait, de le comprendre, de le porter. » Les jumeaux posèrent alors leurs mains sur les épaules de la baronne, pas violemment, presque gentiment, mais avec une fermeté qui ne tolérait aucune échappatoire. Ils la forcèrent à s'asseoir dans le fauteuil, la maintenant là, l'obligeant à rester immobile, à les regarder. Et ils commencèrent à parler. Pour la première fois depuis leur arrivée à Campos Dourados, ils racontèrent leur histoire, leur vraie histoire. Pas les fragments que la baronne avait déjà entendus, mais tout. Leur enfance au Congo, la beauté de leur village, l'amour de leurs parents, le jour où les marchands d'esclaves étaient venus, la violence de la capture, la mort de leur père qui tentait de les protéger, les cris de leur mère qu'on emmenait ailleurs, la traversée de l'océan dans la cale puante du navire négrier, la vente sur les marchés, et puis leur arrivée ici, à Campos Dourados. Ils racontèrent la première nuit, et la deuxième, et toutes les nuits qui avaient suivi. Ils décrivirent chaque humiliation, chaque dégradation, chaque instant où ils avaient senti leur humanité s'éroder un peu plus.
Ils parlèrent de la façon dont ils avaient dû se fragmenter mentalement pour survivre, de la façon dont ils s'étaient soutenus l'un l'autre dans l'obscurité, de la façon dont leurs liens gémellaires étaient devenus à la fois leur salut et leur malédiction. Et pendant qu'ils parlaient, la baronne était forcée d'écouter, forcée de voir son propre reflet dans le miroir horrible de leurs paroles, forcée de reconnaître ce qu'elle avait toujours refusé de reconnaître, qu'ils étaient humains, pleinement humains, et que ce qu'elle leur avait fait était une monstruosité absolue. La confrontation avec cette vérité fut trop violente pour son esprit. La baronne avait construit toute son existence sur une fiction soigneusement maintenue, que les esclaves n'étaient pas vraiment des personnes, que leur souffrance ne comptait pas vraiment, que son plaisir justifiait tout. Cette fiction s'était effondrée brutalement, et sous les décombres, il ne restait que l'horreur nue de ses actes. Son corps commença à réagir avant même que son esprit ne puisse pleinement intégrer ce qui se passait. Un tremblement la saisit, d'abord léger, puis de plus en plus violent. Sa respiration devint erratique, superficielle. Son cœur se mit à battre de façon chaotique, tantôt trop vite, tantôt semblant s'arrêter complètement. De la sueur perla sur son front, malgré la fraîcheur de la nuit. Les jumeaux, voyant son état se détériorer, reculèrent instinctivement. Ils n'avaient pas voulu cela. Ils avaient simplement voulu être vus, reconnus, entendus. Ils avaient voulu reprendre leur humanité volée. Mais ils réalisèrent soudainement que forcer la baronne à voir cette humanité, après 15 ans de déni, pouvait avoir des conséquences qu'ils n'avaient pas anticipées. « Señora » dit Juan, une note d'inquiétude perçant dans sa voix. La baronne ne répondit pas. Son regard était devenu vitreux, absent. Sa bouche s'ouvrait et se fermait spasmodiquement, cherchant de l'air qui semblait refuser d'entrer dans ses poumons. Ses mains griffaient les accoudoirs du fauteuil, ses ongles creusant des sillons dans le velours rouge. « Mon Dieu !» murmura José en congolais. « Qu'avons-nous fait ?» Ils observèrent, horrifiés et impuissants, le corps de la baronne se convulser de plus en plus violemment. Ce n'était pas un empoisonnement, ce n'était pas une strangulation, c'était quelque chose de plus profond, de plus fondamental. Le choc psychologique de la confrontation avec sa propre monstruosité, combiné à des années d'excès alcoolique et peut-être à une condition cardiaque non diagnostiquée, était en train de provoquer une défaillance complète de son système. La baronne émit un son étranglé, un râle qui n'avait rien d'humain. Ses yeux se révulsèrent, ne montrant plus que le blanc. De l'écume rosâtre apparut au coin de ses lèvres. Son corps entier se tendit dans un spasme final, comme un arc bandé à son maximum. Puis, tout aussi brusquement, elle s'affaissa. Le silence retomba sur la pièce, plus profond encore qu'avant. Les seuls sons étaient le crépitement mourant des bougies et la respiration haletante des jumeaux. Juan s'approcha lentement, tendit une main tremblante vers le cou de la baronne. Il chercha le pouls, attendit. Rien. Il recommença, appuyant plus fort, cherchant désespérément un signe de vie. Rien. « Elle est morte », murmura-t-il, et sa voix était remplie d'une incrédulité totale. José s'approcha à son tour, vérifia également, confirma. La baronne Constanza Amelia de Almeida était morte. Morte sans qu'il l'ait frappée, sans qu'il l'ait étranglée, sans qu'il lui ait administré de poison. Morte de la confrontation brutale avec l'horreur de ses propres actes. Morte de voir vraiment, pour la première fois, l'humanité des êtres qu'elle avait torturés pendant 15 ans. Les jumeaux reculèrent, s'éloignèrent du corps. Ils se regardèrent dans la lumière vacillante des bougies mourantes. Aucun des deux ne savait quoi dire, quoi penser, quoi ressentir. Ils cherchaient en eux-mêmes du soulagement, de la joie, même de la satisfaction vengeresse. Mais ils ne trouvaient qu'un vide immense, un abîme d'épuisement émotionnel si profond qu'il semblait ne jamais pouvoir être comblé. « Qu'est-ce que nous faisons maintenant ?» demanda finalement Juan dans leur langue maternelle, sa voix brisée trahissant des années de traumatisme refoulé. José ne répondit pas immédiatement. Il regarda autour de lui.
Les bougies qui s'éteignaient une à une, les bouteilles de vin vides, les vêtements épars, le corps inerte de la femme qui avait dominé chaque aspect de leur vie pendant 15 années. Toute cette scène semblait irréelle, comme un cauchemar dont on ne peut pas se réveiller. « Nous attendons », répondit-il finalement, sa voix étonnamment calme. « L'aube vient, on nous trouvera bientôt. Et alors tout sera fini, d'une façon ou d'une autre. » Ils s'assirent côte à côte sur le sol, le dos contre le mur, à quelques pas du corps de la baronne. Leurs mains se trouvèrent naturellement, s'entrelacèrent avec la familiarité de toute une vie. C'était le même geste qu'ils avaient fait 1000 fois au fil des années, dans leurs cellules, quand la nuit devenait trop lourde et que seul le contact physique de l'autre pouvait les empêcher de sombrer complètement. « Tu crois qu'elle est en enfer maintenant ?» demanda Juan après un long silence. José réfléchit longuement avant de répondre. « Je ne sais pas. Je ne sais même pas si l'enfer existe. Mais si oui, elle y était déjà, je pense. Nous y étions tous. Ce lieu, cette fazenda, c'était l'enfer. Et peut-être que maintenant, enfin, nous pouvons en sortir. » Ils restèrent ainsi, côte à côte, regardant la lumière grise de l'aube commencer à filtrer à travers les rideaux lourds. Les bougies s'éteignirent une à une, plongeant progressivement la pièce dans une pénombre qui semblait presque miséricordieuse, voilant l'horreur de la scène. Aucun des deux ne pleura. Les larmes avaient été épuisées depuis longtemps. Aucun des deux ne parla davantage. Tout avait été dit. Ils attendirent simplement, ensemble comme toujours, que quelqu'un vienne les trouver et que leur destin, quel qu'il soit, se scelle définitivement. Dans ce silence de l'aube naissante, quelque chose d'étrange se produisit. Pour la première fois depuis 15 ans, ils ressentirent un début de paix. Non pas le bonheur, non pas la joie, mais simplement l'absence de cette peur constante qui les avait accompagnés chaque jour. La baronne était morte. Il ne serait plus jamais appelé dans ses appartements, plus jamais forcé de subir ses désirs cruels. Quoi qu'il arrive désormais, ce chapitre de leur vie était terminé. C'était Benedita qui les découvrit peu après le lever du soleil. Elle apportait, comme chaque matin depuis des années, le plateau du petit déjeuner de la baronne. Elle frappa doucement à la porte, comme toujours, n'obtint pas de réponse, attendit un moment, inquiète. La baronne était souvent de mauvaise humeur le matin, surtout après une nuit de beuverie, et entrer sans permission pouvait valoir une gifle ou pire. Mais quelque chose dans le silence de ce matin-là lui sembla différent, plus lourd, plus définitif. Après avoir hésité encore un moment, elle tourna doucement la poignée et entr'ouvrit la porte. Le cri que poussa Benedita quand elle vit la scène alerta toute la maisonnée. Un cri aigu, primitif, chargé d'horreur et d'incompréhension. Le plateau qu'elle tenait lui échappa des mains, se fracassant au sol dans un bruit de porcelaine brisée. Elle recula dans le couloir, une main sur la bouche, incapable de détourner le regard de ce qu'elle venait de voir. En quelques secondes, d'autres domestiques accoururent. Puis Rodrigo, le contremaître, un homme massif au visage durci par des années passées à imposer la discipline aux esclaves. Il écarta brutalement les domestiques qui s'agglutinaient devant la porte, entra dans les appartements. La scène qu'il découvrit défait toute logique immédiate. La baronne gisait dans son fauteuil, la tête rejetée en arrière, les yeux ouverts, fixant le plafond dans une expression de terreur figée. Aucune marque visible sur son corps, aucun signe de lutte, aucune blessure apparente. Les bougies s'étaient toutes consumées, laissant des traces de cire solidifiée partout. Des bouteilles de vin vides jonchaient le sol. L'air était lourd d'une odeur mélangée de parfum, d'alcool et de quelque chose d'autre, quelque chose de fade que Rodrigo reconnut comme l'odeur de la mort récente. Et assis contre le mur, les mains toujours jointes, les jumeaux attendaient. Leurs visages étaient des masques vides. Leurs yeux regardaient droit devant eux sans vraiment voir. Ils ne tentèrent pas de s'enfuir, ne dirent pas un mot. Ils restèrent simplement là, comme s'ils avaient déjà accepté leur sort. « Qu'avez-vous fait » hurla Rodrigo, sa voix tonnant dans la pièce. Il dégaina son fouet, le fit claquer dans l'air.
Qu'avez-vous fait à la señora? José leva lentement les yeux vers le contremaître. Sa voix, quand il parla, était d'un calme presque surnaturel. Nous n'avons rien fait. Elle est morte. Son cœur a lâché. Menteur! Rodrigo fit un pas menaçant vers eux. Vous l'avez tuée, je vais vous... Attendez, intervint une voix depuis la porte. C'était le père Anselmo, le vieux prêtre qui desservait la chapelle de la fazenda. Il entra lentement, s'approcha du corps de la baronne. Ses mains tremblantes vérifièrent le pouls, touchèrent le front déjà froid. Il examina le corps avec attention, cherchant des signes de violence. « Il n'y a pas de marque, » dit-il finalement, sa voix troublée. « Pas de strangulation, pas de coup, rien. On dirait qu'elle est morte d'une crise quelconque. » « Mais ils étaient là, » insista Rodrigo en pointant les jumeaux, « seuls avec elle, en pleine nuit. Vous savez tous ce qui se passait ici. » Un silence gêné accueillit ces paroles. Tous le savaient, effectivement. Mais personne n'en avait jamais parlé ouvertement. C'était un de ces secrets que tout le monde connaissait, mais que personne ne reconnaissait. Le prêtre lui-même détourna le regard, mal à l'aise. « Il faut enchaîner ces deux-là », ordonna finalement Rodrigo. « Les enfermer jusqu'à ce que le baron revienne et décide de leur sort. Et quelqu'un doit partir immédiatement pour Villarica, alerter les autorités. » Les jumeaux furent saisis sans ménagement, traînés hors des appartements. Ils ne résistèrent pas, se laissèrent faire avec la même passivité qu'ils avaient montrée face à tout ce qui leur était arrivé au fil des années. On les jeta dans la cave qui servait de prison pour les esclaves récalcitrants, un espace sombre et humide où l'eau suintait des murs et où les rats couraient librement. Pendant ce temps, la fazenda entière était plongée dans le chaos. Les domestiques chuchotaient dans les coins, spéculant sur ce qui s'était réellement passé. Les esclaves des champs, quand la nouvelle leur parvint, réagirent avec un mélange de peur et d'espoir confus. La mort de la baronne changeait quelque chose dans l'ordre établi, mais personne ne savait encore si ce changement serait pour le meilleur ou pour le pire. Benedita, avec l'aide d'autres servantes, s'occupa du corps de la baronne. Elles la lavèrent, la vêtirent de sa plus belle robe, celle qu'elle portait pour les grandes occasions. En accomplissant ces tâches rituelles, Benedita ne pouvait s'empêcher de regarder le visage de la morte. L'expression de terreur ne s'était pas effacée. Même dans la mort, la baronne semblait voir quelque chose d'horrible, quelque chose qui l'avait suivie au-delà du voile. « Qu'est-ce qui a pu lui faire si peur ?» murmura une des jeunes servantes. Benedita ne répondit pas. Elle avait ses propres théories, mais les garderait pour elle. Certaines vérités étaient trop dangereuses à exprimer à voix haute. Un messager partit au galop pour Villarica dès que l'aube fut assez avancée pour rendre les chemins visibles. Il portait une lettre urgente du contremaître expliquant la situation et demandant la présence immédiate du magistrat. Un autre courrier fut envoyé pour tenter de joindre le baron Teodoro, qui devait être quelque part sur la route entre Rio de Janeiro et la fazenda. Les jours qui suivirent furent suspendus dans une étrange attente. La fazenda continuait de fonctionner, mais de manière mécanique, sans âme. Le corps de la baronne reposait dans la chapelle, sous la garde constante de domestiques qui priaient à voix basse. Dans la cave, João et José restaient assis côte à côte dans l'obscurité, ne parlant presque pas, se contentant de tenir leurs mains jointes. « Tu as peur ?» demanda João le deuxième jour, brisant un long silence. José réfléchit avant de répondre. « Non, je pensais que oui, mais non. J'ai vécu dans la peur pendant 15 ans. Maintenant, elle est morte, et je suis libre. Même si cette liberté ne dure que quelques jours de plus avant qu'il nous tue, elle existe. Pour la première fois depuis que nous avons quitté notre pays, je me sens libre. » João hocha la tête dans l'obscurité. Il comprenait exactement ce que son frère voulait dire. Ils avaient franchi une ligne invisible. Quoi qu'il arrive maintenant, ils ne seraient plus jamais des esclaves dans leur esprit. La baronne avait possédé leur corps, mais en mourant, elle avait involontairement libéré leurs âmes.
Le baron Teodoro arriva le 3e jour, accompagné d'un magistrat de Villarica, nommé Sebastián Correia, et d'une escorte de 6 soldats. Le baron, homme dans sa 5e décennie avec une barbe grisonnante et des yeux lasses, descendit de cheval avec lenteur. Il avait l'air épuisé par le voyage, mais aussi par quelque chose de plus profond, une lassitude existentielle. On le conduisit d'abord à la chapelle où reposait le corps de son épouse. Il resta là longtemps, seul, à regarder le visage figé de la femme qu'il avait épousée presque 20 ans auparavant. Quand il ressortit enfin, son expression était indéchiffrable. Le magistrat Correia était un homme méthodique, dans sa quarantaine, connu dans la région pour sa rigueur et son incorruptibilité relative, une qualité rare dans les colonies. Il commença immédiatement son enquête, interrogeant tous les domestiques, examinant les appartements où la baronne était morte, prenant des notes détaillées. Il fit ensuite appeler le médecin local, un certain Doutor Fernandes, qui avait étudié à Coimbra avant de s'installer au Brésil. L'homme examina le corps de la baronne avec attention, utilisant les connaissances médicales limitées de l'époque. Aucun signe de violence, conclut-il après un examen approfondi. Pas de poison apparent, bien que je ne puisse pas exclure certaines substances qui ne laissent pas de traces. Le corps ne présente pas de rigidité anormale, pas d'odeur caractéristique. Les yeux, ils montrent des signes de ce qu'on appelle une hémorragie conjonctivale. Mais cela peut résulter d'un effort violent ou d'une crise cardiaque. Alors, quelle est votre conclusion ? Demanda le magistrat. Le médecin hésita. Si je devais me prononcer, je dirais une défaillance cardiaque soudaine, possiblement déclenchée par une consommation excessive d'alcool. La señora avait, d'après ce que j'ai entendu, un penchant pour le vin, et le cœur d'une femme de son âge soumis à des excès répétés. Mais ces hommes étaient présents, insista Rodrigo le contremaître. Seuls avec elle, ils ont dû faire quelque chose. Le magistrat se tourna vers lui avec un regard sévère. La présence ne signifie pas culpabilité. Nous devons établir les faits, pas suivre des suppositions. Il ordonna qu'on amène les jumeaux. Ils furent sortis de la cave, crasseux, affamés, mais se tenant toujours droit. On les fit comparaître dans le grand salon, devant le magistrat, le baron, le prêtre, le médecin et plusieurs témoins. Le magistrat Correia les observa longuement avant de parler. Il avait vu beaucoup de choses dans sa carrière, mais ces 2 hommes le troublaient. Il y avait quelque chose dans leur regard, dans leur maintien, qui ne correspondait pas à l'image de meurtrier. « Racontez-moi exactement ce qui s'est passé cette nuit-là » ordonna-t-il finalement. José prit la parole. Sa voix était calme, mesurée, dénuée d'émotions excessives. Il raconta, non pas tout, certaines choses ne pouvaient être dites, mais suffisamment. Comment la baronne les avait convoqués, comme elle le faisait souvent. Comment elle avait bu beaucoup. Comment, vers 2 heures du matin, elle s'était soudainement mise à trembler, à suffoquer. Comment ils avaient tenté de l'aider mais n'avaient rien pu faire. Comment elle était morte devant eux et comment ils avaient attendu l'aube, ne sachant pas quoi faire d'autre. Le magistrat l'écouta sans l'interrompre. Puis il se tourna vers les domestiques qui avaient été appelés comme témoins. Cette habitude de faire venir ces hommes dans ses appartements, elle durait depuis longtemps, demanda-t-il, bien qu'ils connaissent déjà la réponse. Benedita, tremblante, confirma. Depuis qu'ils sont arrivés à la fazenda, Señor Magistrado, depuis 15 ans. Un murmure gêné parcourut l'assemblée. Le baron serra les mâchoires, mais ne dit rien. Le prêtre baissa les yeux. Ces arrangements étaient courants dans les fazendas, tout le monde le savait, mais on n'en parlait pas ouvertement. Que le magistrat force cette reconnaissance publique était embarrassant pour tous. Et la señora, elle buvait souvent, continua Correia. De plus en plus ces derniers mois, Seigneur, admit Benedita. Parfois je la trouvais pas bien le matin. Elle semblait tourmentée. Le magistrat interrogea ensuite d'autres domestiques, recoupant leurs témoignages. Tous confirmaient l'alcoolisme croissant de la baronne, son comportement de plus en plus erratique, son obsession pour les jumeaux. « Y a-t-il eu des menaces ?» demanda-t-il aux jumeaux. « L'un de vous a-t-il déjà exprimé le désir de nuire à la señora ?»
Jamais, Seigneur, répondit João. Nous étions ses esclaves. Nous faisions ce qu'elle ordonnait. Toujours. Il y avait quelque chose dans la façon dont il prononça ce dernier mot, toujours, qui fit frissonner plusieurs personnes présentes. Une résignation si profonde qu'elle en devenait presque accusatrice. L'enquête continua pendant 3 jours. Le magistrat examina les appartements encore et encore, cherchant des indices, des signes de lutte, n'importe quoi qui pourrait suggérer un meurtre. Il interrogea chaque domestique séparément, cherchant des contradictions. Il fit examiner le vin restant dans les bouteilles pour détecter d'éventuels poisons. Il ne trouva rien. Absolument rien qui puisse prouver que les jumeaux avaient activement causé la mort de la baronne. Le 4e jour, il convoqua une assemblée formelle. Tous les habitants de la Casa Grande furent présents, le baron, les domestiques, le prêtre, le médecin, le contremaître et bien sûr les jumeaux. Le magistrat Correia se leva, ses documents à la main, et prononça son verdict avec une solennité grave. Après une enquête approfondie, j'ai examiné tous les témoignages, tous les éléments matériels et consulté l'expertise médicale disponible. Ma conclusion est la suivante. La baronne Constanza Amelia de Almeida est décédée de cause naturelle, très probablement une défaillance cardiaque soudaine, possiblement déclenchée ou aggravée par une consommation excessive d'alcool. Un murmure parcourut l'assemblée. Rodrigo voulut protester, mais le magistrat leva la main pour imposer le silence. Les esclaves, João et José, étaient présents au moment du décès, cela est établi. Mais présence ne signifie pas culpabilité. Aucune preuve matérielle, aucun témoignage crédible, aucune expertise médicale ne suggère qu'ils ont activement causé cette mort. En conséquence, aucune charge criminelle ne sera retenue contre eux. Le baron Teodoro hocha lentement la tête. Il semblait presque soulagé par ce verdict. Une accusation de meurtre aurait entraîné un procès long, compliqué, qui aurait attiré l'attention sur les pratiques de la fazenda. Cette conclusion discrète lui permettait d'éviter un scandale. Qu'il en soit ainsi, dit-il simplement. L'affaire est close. Nous enterrerons mon épouse demain avec tous les honneurs dus à son rang. L'enterrement eut lieu le lendemain, sous un ciel lourd de nuages gris qui menaçaient de crever à tout moment. Tout le personnel de la fazenda fut convoqué, ainsi que quelques fazendeiros des environs qui avaient fait le déplacement. La baronne fut inhumée dans la crypte familiale sous la chapelle, dans un cercueil de bois précieux importé de Rio de Janeiro. Le père Anselmo prononça les oraisons habituelles, parlant de la générosité de la défunte, de sa piété, de ses bonnes œuvres. Les mots sonnaient creux aux oreilles de ceux qui savaient la vérité. Mais personne ne dit rien. On enterrait les morts avec leurs secrets. João et José ne furent pas autorisés à assister à la cérémonie. Ils restèrent dans leurs cellules, écoutant de loin les chants religieux et les glas qui marquaient la descente du cercueil dans la terre. Quand tout fut terminé, quand les derniers invités furent partis, le baron les fit appeler dans son bureau. C'était la première fois que les jumeaux entraient dans cette pièce. Un grand espace lambrisé, rempli de livres et de documents, dominé par un bureau massif en bois sombre. Le baron était assis derrière ce bureau, une pile de papiers devant lui. Il les regarda longuement sans parler. « Je sais ce qu'elle était », dit-il finalement, sa voix fatiguée. « Je l'ai toujours su, mais c'était mon épouse, et dans cette société, un homme ne doit pas intervenir dans certaines affaires. » Les jumeaux ne répondirent pas. Ils n'avaient rien à dire à cet homme qui avait fermé les yeux pendant 15 ans. Le baron poussa les documents vers eux. « Ce sont vos lettres d'affranchissement. À partir de maintenant, vous êtes des hommes libres. Prenez-les et partez, aujourd'hui même. Je ne veux plus jamais vous voir. » João prit les documents d'une main tremblante. Des papiers. De simples morceaux de papier qui faisaient d'eux des êtres humains, aux yeux de la loi. Il les regarda longuement, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'ils étaient réels. « Pourquoi ?» demanda José. « Pourquoi nous libérer ?» Le baron eut un sourire amer. « Parce que je ne peux pas vous garder ici. Vous me rappelleriez constamment ce qui s'est passé. Et peut-être que c'est la seule chose juste à faire.
Allez-vous-en. Recommencez ailleurs. Essayez d'oublier. Les jumeaux sortirent du bureau, tenant ces précieux documents contre leur poitrine. Ils retournèrent à leur cellule, rassemblèrent leurs maigres possessions, quelques vêtements, rien d'autre. Benedita leur prépara un baluchon avec de la nourriture pour plusieurs jours. « Que Dieu vous protège !» leur dit-elle à voix basse, les larmes aux yeux. « Allez loin d'ici. Oubliez cet endroit maudit. » Ils quittèrent Campos Dourados en fin d'après-midi, marchant côte à côte sur le chemin poussiéreux qui s'éloignait de la fazenda. Ni l'un ni l'autre ne se retourna. Derrière eux, la casa grande blanchie à la chaux s'élevait sur sa colline, un monument à des années d'horreur qu'ils ne voulaient plus jamais revoir. Ils marchèrent pendant des heures, jusqu'à ce que la nuit tombe et qu'ils ne puissent plus distinguer le chemin. Alors ils s'arrêtèrent, s'assirent sous un arbre, et pour la première fois depuis cette nuit terrible, ils se permirent de ressentir vraiment. Les larmes vinrent enfin. 15 ans de larmes retenues, de douleurs refoulées, de dignité piétinée. Ils pleurèrent dans les bras l'un de l'autre, deux hommes brisés qui tentaient de se reconstruire à partir des fragments de ce qu'ils avaient été. « Nous sommes libres », murmura João entre deux sanglots. « Vraiment libres. »« Oui », répondit José, sa voix étranglée. « Mais à quel prix? Qui sommes-nous maintenant? Que reste-t-il de nous ?» Ces questions resteraient sans réponse pendant très longtemps. Les années qui suivirent furent un long processus de reconstruction douloureuse. Les jumeaux errèrent d'abord dans la région du Minas Gerais, tentant de trouver du travail, de s'intégrer quelque part. Mais partout où ils allaient, l'histoire de Campos Dourados les précédait. Les gens les regardaient avec un mélange de fascination morbide et de méfiance. Certains les considéraient comme des victimes. D'autres les soupçonnaient d'avoir vraiment tué la baronne et d'avoir échappé à la justice grâce à un technicisme. En 1784, ils décidèrent de quitter complètement la région aurifère. Ils descendirent vers la côte, vers des territoires où personne ne les connaissait. Le voyage fut long et périlleux. Ils travaillèrent comme journaliers dans des plantations, comme porteurs dans des ports, acceptant n'importe quelle tâche pour survivre. En 1787, ils arrivèrent finalement dans un petit village de pêcheurs, près de l'actuel Salvador, assez loin de tout pour que leur passé ne les rattrape pas. Ils changèrent leur nom. João devint Joaquim Silva. José devint Jerónimo Silva. Deux noms aussi communs que possible, des identités qui leur permettraient de disparaître dans l'anonymat. Ils apprirent le métier de pêcheur auprès d'un vieil homme qui ne posait pas de questions et acceptait n'importe quelle main-d'œuvre. Le travail était dur, physiquement épuisant, mais il y avait quelque chose de cathartique dans cette lutte quotidienne contre l'océan. L'immensité de la mer, son indifférence aux drames humains, offrait une forme étrange de réconfort. Lentement, très lentement, ils commencèrent à reconstruire quelque chose qui ressemblait à une vie. Ils louèrent une petite cabane près de la plage. Ils établirent une routine simple. Pêcher à l'aube, vendre le poisson au marché, rentrer avant la tombée de la nuit. Ils évitaient les contacts sociaux autant que possible, restant à l'écart des festivités du village, des célébrations religieuses, de tout ce qui aurait pu attirer l'attention sur eux. Mais les cicatrices psychologiques ne guérissaient pas. Les cauchemars continuaient, nuit après nuit. Des rêves où ils étaient de nouveau dans les appartements de la baronne, piégés dans une boucle temporelle infinie. Des rêves où elle n'était pas morte, où elle continuait à les appeler, encore et encore. João se réveillait souvent en sueur, tremblant, et trouvait José déjà éveillé, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, incapable de se rendormir. Ils ne parlaient jamais de ce qui s'était passé. C'était un accord tacite entre eux. Ces 15 années appartenaient à un passé qu'ils tentaient désespérément d'enterrer. Mais le silence sur le sujet créait un poids invisible qui pesait constamment sur eux. En 1801, João commença à montrer des signes de déclin. Ce n'était rien de physique au début, juste une lassitude croissante, un désintérêt progressif pour tout.
Il continuait de pêcher, de manger, de vivre, mais c'était mécanique, sans vraiment habiter son corps. José le regardait avec une inquiétude grandissante, reconnaissant dans les yeux de son frère le même vide qu'il ressentait lui-même. « Tu penses souvent à elle ?» demanda José un soir, brisant des années de silence sur le sujet. João ne répondit pas immédiatement. Ils étaient assis sur la plage, regardant le soleil se coucher sur l'océan, teintant le ciel de rouge et d'orange flamboyant. « Chaque jour, admit-il finalement, chaque nuit, elle est toujours là, dans ma tête. Parfois je me demande si nous l'avons vraiment tuée, ou si c'est nous qu'elle a tuée. » José comprit exactement ce que son frère voulait dire. La baronne était morte physiquement, mais elle continuait d'exister en eux. Un fantôme qui hantait chaque pensée, chaque moment de repos, chaque tentative de se construire un avenir. João mourut au début de l'année 1802 d'une fièvre soudaine qui le terrassa en quelques jours. Il délira pendant ces dernières heures, parlant en congolais, revenant à leur enfance, appelant leurs parents morts depuis longtemps. José resta à son chevet jour et nuit, tenant sa main, murmurant des paroles de réconfort que son frère n'entendait probablement plus. Quand João exhala son dernier souffle, José sentit quelque chose se briser définitivement en lui. Perdre son jumeau, c'était perdre plus que la moitié de son âme. C'était perdre le seul témoin de son existence, le seul être qui comprenait vraiment ce qu'ils avaient vécu. Il se retrouvait soudainement et absolument seul dans un monde qui lui était devenu étranger. Il enterra João dans le petit cimetière du village sous une simple croix de bois sans nom. Puis, il retourna à sa cabane vide et réalisa qu'il n'avait plus de raison de continuer. Les 12 années qui suivirent furent une longue descente lente vers la fin. José continuait de pêcher, mais c'était par pure habitude, non par volonté de vivre. Il parlait de moins en moins, mangeait juste assez pour ne pas mourir de faim. Les autres pêcheurs du village le regardaient avec pitié, cet homme vieillissant prématurément qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules. En 1814, à l'âge de 49 ans, José sentit que son temps touchait à sa fin. Ce n'était pas une maladie particulière, juste un épuisement total, un corps et un esprit qui avaient simplement cessé de vouloir continuer. Il passa ses derniers jours allongé dans sa cabane, regardant par la petite fenêtre le ciel qui changeait de couleur au fil des heures. La veille de sa mort, il eut une vision. Ou peut-être était-ce un rêve. Il ne savait plus faire la différence. Il se voyait jeune à nouveau, dans le royaume du Congo, avant que tout ne s'effondre. Son père travaillait à la forge, le marteau résonnant sur l'enclume dans un rythme régulier et rassurant. Sa mère tissait, ses doigts habiles, créant des motifs complexes dans le tissu. Et à côté de lui, toujours, João. Son frère, sa moitié, son reflet. « Nous rentrons à la maison », murmura João dans la vision, et son sourire était le premier sourire vrai que José avait vu sur son visage depuis des décennies. José mourut dans son sommeil cette nuit-là, le corps retrouvé plusieurs jours plus tard, par un voisin inquiet de ne pas l'avoir vu. Le curé du village, le père Mateus, un homme bon qui avait toujours respecté la vie privée de cet étranger silencieux, s'occupa de l'enterrement. Il nota dans les registres paroissiaux, le 23 février de l'année 1814, est décédé Geronimo Silva, pêcheur, âgé d'environ 49 ans, sans famille connue. Cause du décès, vieillesse et mélancolie profonde. Enterré au cimetière paroissial. Une vie entière, des décennies de souffrances, de survie, de tentatives de reconstruction, résumées en quelques lignes dans un registre qui serait bientôt oublié. Le père Mateus l'enterra à côté de son frère, sous une croix identique. Ils ne savaient pas toute leur histoire, ne comprendraient jamais vraiment ce qu'ils avaient enduré. Mais ils sentaient confusément qu'il y avait là une tragédie plus grande que ce qu'ils pouvaient imaginer. À Campos Dourados, pendant ce temps, la vie avait continué. Le baron Teodoro s'était remarié rapidement, avec une jeune femme douce nommée Inès, qui lui donna 3 enfants. Il mourut en 1810 d'une pneumonie, respecté dans la région comme un homme d'affaires prospère et un bienfaiteur de l'Église. La vérité sur ce qui s'était passé sous son toit fut enterrée avec lui.
La fazenda passa à son fils aîné, qui la géra avec moins de succès. Les mines d'or s'épuisaient, l'économie de la région changeait. En 1850, la propriété avait perdu beaucoup de sa valeur et de son prestige. L'abolition graduelle de l'esclavage au fil du XIXe siècle rendit finalement ce type d'exploitation impossible. En 1888, quand l'esclavage fut définitivement aboli au Brésil, Campos Dourados n'était déjà plus qu'une ombre de ce qu'elle avait été. Les descendants du baron, appauvris et désintéressés, vendirent la propriété dans les années 1900. Les nouveaux propriétaires tentèrent d'en faire une exploitation agricole moderne, mais sans succès. La fazenda fut finalement abandonnée dans les années 1930. La nature tropicale, patiente et impitoyable, commença à la reprendre. Les murs s'écroulèrent. Le toit s'effondra. La végétation envahit les couloirs où avaient marché les jumeaux tant de fois. La chapelle où fut enterrée la baronne s'écroula, dispersant ses ossements dans la terre rouge. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines à peine reconnaissables. Des touristes aventureux s'y rendent parfois, attirés par les légendes locales qui parlent d'un lieu maudit. Des archéologues ont fait quelques fouilles, récupérant des fragments de poterie, des outils, des ossements anonymes. Mais l'histoire vraie de Campos Dourados, l'horreur qui s'y est déroulée, reste largement inconnue. Dans les archives de Villa Rica, devenu Ouro Preto, le rapport du magistrat Sébastien Correia existe toujours. Un document jauni, aux bords effrités, presque illisible. Quelques chercheurs l'ont consulté au fil des décennies, intrigués par cette mort mystérieuse d'une baronne dans sa fazenda isolée. Mais sans contexte, sans comprendre vraiment ce qui s'était passé dans ses appartements cette nuit-là, ils n'y ont vu qu'une curiosité historique de plus. Dans les registres paroissiaux du petit village de pêcheurs près de Salvador, les noms de Joaquim Silva et Geronimo Silva sont inscrits avec leur date de décès. Personne ne sait qu'il s'agissait de João et José, les jumeaux de Campos Dourados. Cette connexion a été perdue à jamais. Mais dans la mémoire orale des descendants des esclaves de la région du Minas Gerais, l'histoire survit, transformée et amplifiée au fil des générations. On raconte l'histoire de deux frères jumeaux qui furent les esclaves d'une femme cruelle et dont la souffrance était si grande qu'elle finit par tuer leur maîtresse. On dit que leurs esprits hantent encore les ruines de Campos Dourados, cherchant éternellement la paix qu'ils n'ont jamais pu trouver de leur vivant. Certains habitants de la région jurent avoir vu, au crépuscule, deux silhouettes identiques marchant parmi les décombres, se tenant par la main. D'autres disent avoir entendu des pleurs dans le vent qui soufflent à travers les murs écroulés, des pleurs qui semblent venir de très loin, d'un temps révolu où l'humanité de certains était niée pour le plaisir d'autres. Mais peut-être que la vérité est plus simple et plus terrible que toutes ces légendes. Peut-être qu'il n'y a pas de fantômes, pas de malédiction, pas de justice cosmique. Juste l'écho persistant d'une souffrance humaine trop grande pour être jamais complètement effacée. Juste le souvenir de ce que les êtres humains sont capables de s'infliger les uns aux autres quand un système leur en donne le pouvoir et l'impunité. João et José sont morts il y a plus de 200 ans. Leurs os se sont depuis longtemps mélangés à la terre du Brésil qu'ils ont labourée, des océans qu'ils ont sillonnés. Leurs noms ont été oubliés. Leur histoire a été effacée des livres d'histoire officiels. Mais quelque part, dans les recoins oubliés des archives coloniales, dans les murmures transmis de génération en génération, dans les ruines silencieuses d'une fazenda perdue, leur histoire persiste. Elle persiste comme un avertissement, comme un témoignage, comme une accusation silencieuse contre tous les systèmes qui réduisent des êtres humains à de simples objets. La baronne Constança Amélia de Almeida est morte cette nuit de juillet 1783. Mais ce qu'elle représentait, l'abus de pouvoir absolu, la déshumanisation systématique, la cruauté banalisée, a survécu bien au-delà d'elle. Et peut-être que c'est la vraie malédiction de Campos Dourados. Non pas que les morts hantent les vivants,
mais que les vivants continuent de répéter les erreurs des morts, encore et encore, à travers l'histoire.